Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous souhaite la bienvenue. On va parler pendant 1 heure de frugalité alimentaire. Et pour commencer cette conférence, je voulais vous donner un chiffre. Ce chiffre, c'est le chiffre de 6 milliards d'euros. C'est le déficit de la balance commerciale agricole en France en 2021. Et ce chiffre, il est important parce que déjà, il augmente. Il était de 4,7 milliards en 2020, quand on enlève les vins et les spiritueux. Et ce que ça veut dire que la France, elle importe de plus en plus pour nourrir sa population. Concrètement, dans nos frigos et dans nos assiettes, ça veut dire qu'un poulet consommé en France sur 2 est importé, que 28% des légumes et 71% des fruits viennent de l'extérieur de nos frontières. Et cette question, elle est actuelle parce qu'on sort de 2 ans de pandémie où les échanges commerciaux ils ont été entravés. On fait suite aussi à 8 mois de guerre en Ukraine qui a pas mal bouleversé les échanges commerciaux agricoles, notamment l'approvisionnement du blé. Et donc, il faut se demander finalement si un pays comme la France ou une union comme l'Union européenne doit être capable de nourrir sa population à l'intérieur de ses frontières, si on doit compter sur les échanges commerciaux. Et pour tout ça, ça interroge donc les échanges commerciaux, la production, et on se rend vite compte qu'on est dans des systèmes interdépendants, c'est-à-dire que le marché agricole il est mondialisé, et dès qu'il y a des tensions dans l'un des pays, ça se répercute sur le marché national de chaque pays. On l'a vu pour la guerre en Ukraine, les prix augmentent, les revenus des agriculteurs diminuent, il y a des tensions sociales pour s'alimenter. Et donc finalement, quelles sont les solutions? Est-ce qu'on doit continuer à produire comme on le fait aujourd'hui? Est-ce qu'on doit monter en gamme, c'est-à-dire produire mieux, de manière plus vertueuse, de manière plus saine? Ou est-ce qu'on doit produire plus pour assurer une sécurité alimentaire en France et à l'extérieur de nos frontières? On va y revenir. Et dans un récent rapport de 3 rapporteurs du Sénat, ils ont constaté que face à la diminution du pouvoir d'achat et face à la hausse des prix, la recherche de qualité, c'était plus la priorité. Et pour appuyer leur thèse, ils montrent que le marché du bio, par exemple, il a tendance à reculer. Donc on va parler de toutes ces questions et surtout on va parler de la frugalité parce que ça pourrait être une des solutions, mais on se rend vite compte que la frugalité, elle existe déjà en France. Elle est parfois contrainte, parfois elle est idéologique. Et surtout, est-ce qu'il faut chercher volontairement, politiquement à l'appliquer? Et si oui, comment? Pour ça, on va parler pendant 1 heure avec 3 invités. Mais tout d'abord, je voulais remercier Anne-Célia Didier. C'est elle qui a préparé cette session. Elle est économiste, directrice de recherche à l'INRAE, professeure à la Paris School of Economics, et elle fait partie du conseil scientifique du Printemps de l'économie. Avec moi, j'ai 3 intervenants. Je vais les présenter à chaque fois qui vont parler. Mais tout d'abord, je vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux et à nous poser les questions sur le hashtag Printemps de l'économie. On va essayer d'y répondre en fin de conférence. Donc en préambule, c'est à vous que je vais passer la parole, Fabrice Etillet. Vous êtes économiste, directeur de recherche à l'INRAE aussi, et vous vous intéressez aux préférences de consommation des alimentaires des gens et aux politiques publiques. Ma première question, c'est finalement comment on peut définir la frugalité? Est-ce que c'est un concept récent? Non. Alors, merci. Je suis très heureux d'être ici. Alors, le concept de frugalité, en fait, on entend beaucoup le mot sobriété. Hein. Vous entendez en ce moment beaucoup le mot sobriété énergétique, etc. Alors, c'est vrai qu'en alimentation, on va plutôt utiliser le mot frugalité. Dans les 2 cas, en fait, ce n'est pas des concepts nouveaux. Hein. On les retrouve chez les Grecs. Et c'est des mots qui renvoient à une certaine éthique, donc avec une forte connotation. C'est-à-dire quoi, une éthique? C'est-à-dire qu'il y a une forte connotation morale derrière, mais qu'il y a aussi des pratiques de tous les jours. Et dans la philosophie grecque, les mots sobriété, frugalité, renvoient à la modération, à la tempérance, à la juste mesure. Et finalement, ce qu'il s'agit d'éviter, c'est plutôt, on va dire que c'est pas se priver, c'est pas la notion de privation, c'est plutôt éviter l'excès
faire un usage modéré des plaisirs de l'existence, comme disait Épicure. Et donc la question qui se pose, ça va être celle des limites et de savoir quand est-ce qu'on verse dans l'excès par nos comportements. Alors, si on fait un saut des Grecs jusqu'à la civilisation industrielle, et notamment avec la civilisation industrielle et l'avènement de la science et de la toute-puissance de la science, la notion de sobriété, les notions de sobriété et frugalité, elles ont eu tendance à disparaître. Elles ont eu plutôt des connotations négatives. Et notamment parce que y a cette idée de développement sans limite du capitalisme qui va rendre obsolète un peu la question de la sobriété, ou qui va la reléguer à quelques communautés religieuses, comme les Amish avec leurs lampes à pétrole, etc. Et on la retrouve, alors on la retrouve, cette notion, pas tellement à propos des problématiques d'environnement, on la retrouve en premier à propos de la santé, en fait, de la santé publique. Alors par exemple, pour l'alimentation, c'est le développement de l'obésité. Développement de l'obésité, on a, en 1975, on avait 9% des adultes français obèses, contre 23% aujourd'hui. On a un enfant de moins de 10 ans sur 3 en surcharge pondérale. Et donc, ces excès, ces problèmes sont associés à des excès alimentaires. Et l'État met en place, à partir de la fin du XXe siècle, avant pour d'autres consommations, comme la cigarette, etc., l'État met en place des politiques de santé publique qui visent à disons, donner aux consommateurs des repères de consommation au-delà desquels il faudrait ne pas aller. Voilà, c'est ce qu'on appelle, je sais pas, vous avez par exemple dans les campagnes du Programme national nutrition santé, depuis les années 2000, vous avez des recommandations visant à limiter les graisses saturées, limiter sa consommation de viande, sauf les volailles, etc., etc. Et donc, avec ces actions de santé publique, on revient véritablement à la notion de juste mesure. C'est intéressant ce que vous dites, mais pour l'instant, vous parlez de frugalité choisie, soit pour essayer d'être en meilleure santé, soit justement pour ne pas profiter abusément de ces denrées. Mais la frugalité, elle est aussi contrainte. Et ça, c'est vous, Marie-Place, qui allez nous en parler. Vous êtes sociologue, chargée de recherche à l'INRAE, membre du centre Maurice Alba et professeur attaché à l'École normale supérieure. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci à Anne-Célia pour l'organisation. En effet, cette idée qu'a bien expliqué Fabrice Etilé, que la frugalité, c'est choisir de s'imposer des limites pour des raisons morales. Elle est plutôt en affinité avec les dispositions des classes supérieures, et en particulier des personnes avec un haut niveau d'éducation, tandis que dans les classes populaires, dans les populations plus modestes ou plus précaires, il y a déjà beaucoup de contraintes. Donc, s'en imposer à soi-même, en plus sur l'alimentation, qui fait partie des biens relativement accessibles, c'est assez en contradiction, en fait, avec l'idée que sur l'alimentation, on va pouvoir participer, en fait, à la société de consommation, qui est vue comme un progrès qui a été acquis depuis les 30 Glorieuses, et une aspiration bien réelle, donc qui peut paraître contradictoire avec les incitations qu'on a aujourd'hui à faire preuve de sobriété en matière de consommation. À quoi elle ressemble la frugalité contrainte aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a dans le panier des classes plus... Ce qu'on sait, c'est que la frugalité contrainte, elle est beaucoup plus sobre du point de vue environnemental que la sobriété choisie des classes supérieures. C'est-à-dire que même quand les classes supérieures essayent de s'imposer des limites, par exemple de réduire leur consommation de viande ou d'acheter peut-être moins de produits transformés, emballés, etc. Malgré tout, leur mode de vie dans leur globalité va avoir un impact environnemental plus important que celui de ménages pauvres qui sont de toute façon limités par leurs revenus et qui, par exemple, ne partent pas en vacances, donc parcourent beaucoup moins de kilomètres en voiture ou en avion, renouvellent moins souvent leurs appareils électroménagers parce qu'ils n'en ont pas forcément les moyens, réparent des objets, conservent plus longtemps leurs vêtements, etc. Donc la sobriété choisie, elle atteint ses limites aussi assez vite. Et le problème, par contre, de la sobriété subie, de la frugalité subie, c'est qu'il n'apporte aucune gratification
aux personnes qui la vivent. On ne loue jamais un pauvre pour l'humilité dont il fait preuve dans ses achats quotidiens. On y voit au contraire simplement le stigmate de sa pauvreté. Okay, très bien. Et on se rend compte que le contexte actuel, il a renforcé cette frugalité subie. Elle peut être impactée de plein fouet par notamment la guerre en Ukraine. Je donne la parole maintenant à Charlotte Emlinger, elle est économiste au CEPI. Merci beaucoup, et merci beaucoup à Célia pour l'invitation et l'organisation de cette table ronde. Donc quand on voit actuellement la montée des prix agricoles, on peut se demander si on a vraiment le choix, parce que les prix ont fortement augmenté depuis la guerre en Ukraine. Donc on voit à peu près, d'après l'INSEE, il y a une augmentation de 10% des prix de l'alimentation. Il suffit d'aller faire ses courses pour se rendre compte de ça. Donc, a-t-on vraiment le choix de la frugalité dans l'alimentation vu le niveau des prix actuels? En fait, déjà même avant la guerre en Ukraine, on assiste à une montée des prix agricoles depuis longtemps, qui a été accélérée et accentuée par la guerre en Ukraine pour plusieurs raisons, parce que l'Ukraine et la Russie sont des gros producteurs agricoles, en particulier de blé et d'huile de tournesol. Donc, c'est des prix qui ont beaucoup augmenté puisque ces pays ne pouvaient plus produire, plus exporter. C'est aussi des pays qui font de l'énergie, de l'engrais. Donc, ça a aussi augmenté les coûts de production en Europe pour nos producteurs français. Donc, cette augmentation des prix, on la voit ici, elle est très problématique dans les pays du Sud, où les importations sont vraiment essentielles pour la sécurité alimentaire. Donc là, c'est vraiment de la frugalité subie. Par exemple, en Égypte, il y a une augmentation des prix de 25% pour l'alimentation des produits de base depuis la guerre en Ukraine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, la hausse des prix agricoles, elle n'est pas seulement liée à la guerre en Ukraine, et c'est quelque chose qui est plus structurel, et donc qui, a priori, va rester pour longtemps, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on est de plus en plus nombreux, et on a aussi des évolutions de consommation qui sont plus vers le produit carné, qui demandent aussi plus de céréales. Donc il y a une forte tension sur la demande agricole, sur les marchés agricoles. Et la production, même si elle augmente, elle n'augmente pas assez. Et donc il y a une baisse des stocks qui fait que les prix ont une tendance haussière. Les prix agricoles augmentent déjà depuis avant. Quand on regarde les courbes, on se rend compte que l'augmentation, elle avait commencé avant la guerre en Ukraine. Et parallèlement à ça, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de stocks et que les marchés sont tendus, ça les rend plus sensibles aux chocs. Donc les chocs, c'est quoi? C'est la guerre en Ukraine, ça peut être les restrictions à l'exportation, c'est aussi simplement les sécheresses, tout ce qui est inhérent à la production agricole qui a toujours existé et qui fait que les marchés agricoles, ils sont naturellement volatiles et sensibles aux chocs. Ils sont sensibles au choc de manière naturelle parce que la demande et l'offre sont inélastiques, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment ajuster sa demande au prix, c'est-à-dire même si le prix du pain augmente, on est obligé d'acheter du pain, voilà. Et l'offre aussi est inélastique parce que produire quelque chose, ça prend du temps, on ne peut pas non plus produire tout n'importe tout. Donc les marchés agricoles par rapport aux autres produits ne s'ajustent pas aussi facilement. Donc ils sont sensibles au choc et on va malheureusement dans un monde où, que ce soit pour les raisons du changement climatique ou les tensions géopolitiques, où il y a de plus en plus de chocs. Donc, à la fois une tendance haussière des prix et puis aussi plus de volatilité. Donc, pas des très bonnes nouvelles, mais peut-être une frugalité plutôt subie pour le coup. Fabrice Setillet, vous voulez rajouter quelque chose? Je vois que vous avez pris le micro. Non, en fait, c'était juste sur l'histoire de la hausse des prix, parce qu'on voit par rapport aux questions de santé, tout à l'heure que j'ai évoqué, on parle souvent à propos de la santé, un moyen de forcer les consommateurs, d'inciter les consommateurs à la frugalité, c'est de taxer un certain nombre de biens, donc c'est finalement d'augmenter les prix. Alors, il y a par exemple une taxe sur les boissons sucrées, sur les sodas, qui est en place. Donc, il y a souvent cette politique est mise sur la table. Donc la question des hausses de prix qu'on voit actuellement, finalement, on pourrait se dire chouette, ça va résoudre un certain nombre de problèmes. Sauf que toutes les classes sociales ne sont pas touchées de la même manière. Et c'est ce que disait Marie, c'est qu'il y a de la frugalité contrainte, de la frugalité choisie. Et puis que si c'est se priver de légumes parce que le prix des légumes augmente trop, c'est pas forcément bon en termes de conséquences, sanitaires. Vous me faites la parfaite transition, justement. Est-ce qu'il faut essayer de contrôler la production? Est-ce qu'il faut la modifier
pour des raisons sanitaires ou environnementales, Marie Pless Si on s'intéresse aux aspects environnementaux, ce qui est assez net, c'est qu'en fait, les impacts environnementaux des produits, ils se passent en amont de la consommation. Ils se passent au moment de la production agricole, éventuellement de la transformation, du transport. Mais les impacts sur lesquels les consommateurs ont la main, ils sont relativement limités. S'il s'agit de savoir si vous avez pris votre voiture ou marché jusqu'au supermarché, on voit bien que par rapport à tout ce qu'implique la production d'un steak, par exemple, c'est peu. L'autre problème auquel les consommateurs font face, c'est qu'ils ont une très mauvaise information sur les qualités environnementales, entre autres, mais même dans une certaine mesure sanitaire, des produits qui leur sont offerts. Ce n'est pas par rapport à ça que le marché est organisé pour l'instant. La première information que le consommateur peut utiliser, c'est le prix, par exemple, et puis le type de produit. Mais par exemple, à l'intérieur d'une catégorie comme la tomate, il peut y avoir des produits avec des impacts environnementaux très différents. Et s'il s'agit de comparer un steak et un avocat, là, on est perdu. Tout ça invite à réfléchir à est-ce que c'est vraiment les consommateurs qu'il faut inviter à la frugalité et à la sobriété, ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire le travail en amont, justement, pour que le consommateur ait devant lui une offre qui lui permette de faire plus facilement les choix que le législateur estime vertueux, on pourrait dire. Voilà, parce que la consommation, c'est quand même assez complexe pour les ménages qui s'intéressent à la frugalité, mais à plein d'autres choses, comme faire plaisir à leurs enfants, trouver des choses qui plaisent à tout le monde à table. Donc si en plus on leur rajoute ces contraintes-là, ça peut faire trop pour eux, en fait. Et Charlotte, vous avez peut-être quelque chose à ajouter là-dessus? Comment on peut modifier la production? Vous disiez tout à l'heure que c'est compliqué finalement, que ça prend du temps, qu'il y a des enjeux climatiques. Changer la production pour être plus frugale, dans quel sens? Point de vue environnemental? Pour mieux nourrir les populations, pour être plus respectueuse de l'environnement, ouais. Je pense que dans l'Union européenne, on a déjà beaucoup de normes. Après, voilà, c'est plus aussi de l'information aux consommateurs qui est importante, d'abord apprendre à l'école qu'est-ce qu'il faut manger, mais sur la production elle-même, dans l'Union européenne, je pense qu'on produit déjà des produits de bonne qualité, parce qu'on a quand même des produits d'assez haut de gamme par rapport au reste du monde. Donc, Et justement, l'incitation, ça c'est un de vos spécialités. Comment vous parliez des prix? Comment on fait la publicité, des campagnes de prévention? Oui, alors ce qu'on sait sur les prix, alors effectivement, les économistes, vous le savez sans doute, ils ont un peu comme premier réflexe de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a ce qu'on appelle des externalités. Je ne sais pas si pour les élèves qui sont ici, vous avez vu ça peut-être dans vos cours. Pollution, etc. Je suis en train de perdre mes notes, je vais être perdu. Quand il y a des externalités, les économistes, ils ont tendance à dire toujours on va taxer. Bon, il y a des problèmes de santé, des problèmes de pollution, etc. On va taxer, on va faire une taxe carbone, etc. Sauf que la taxe carbone, on voit bien que personne n'en veut. Et que la taxe, ce qu'on sait par exemple de la taxe sur les boissons sucrées, c'est que ça n'a pas changé grand-chose en termes de tendance en matière d'obésité, etc. Donc les taxes, ça ne marche pas trop, et donc il y a la question des préférences, sachant que, comme l'a dit Marie, les préférences, elles sont très liées en fait aux normes sociales du groupe auquel on appartient. On peut vouloir consommer gras et sucré pour de très bonnes raisons, pour faire plaisir à ses enfants, etc. par exemple. Enfin, il y a tout un tas de motivations. Et donc la question, c'est est-ce que finalement on est légitime à vouloir changer les préférences des gens? Alors, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps sur cette histoire de préférence. On a pas mal de temps. Oui, parce qu'en fait, elle est assez importante. Les économistes, ils ont, disons, dans une vision un peu traditionnelle ou mainstream, qu'on appelle aussi néoclassique, je ne sais pas si peut-être vous avez vu ça en cours, ils ont cette représentation de l'agent économique, la personne qui va dans le supermarché, comme quelqu'un d'hyper rationnel qui, quand il arrive devant le rayon, je ne sais pas, devant le rayon yaourt, il voit les 300 références de yaourt et il sait parfaitement calculer s'il prend tel yaourt, ça va lui apporter tel plaisir pour tel impact en termes de santé. Alors, c'est une vision, en gros, c'est un espèce de calculateur surpuissant. Et dans ce monde-là,
dans ce monde-là, l'État, finalement, a peu de raisons d'intervenir, hein, puisqu'on on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ils savent parfaitement calculer les conséquences de leur choix, et s'ils ont envie de devenir gros, eh ben, ils deviennent gros, et puis tant pis pour eux. Voilà, ou tant mieux pour eux, enfin bon, bref, ils maximisent leur plaisir. C'est le principal. L'État, tout ce que peut faire l'État, c'est deux choses. C'est taxer, parce que derrière, il y a les soins de santé à payer, hein, c'est couvrir les externalités, et puis informer. Donc, mettre un étiquetage nutritionnel, voilà, ou un Nutri-Score, si on veut faciliter la vie du consommateur, et c'est tout. Et surtout, les préférences. Le consommateur, il connaît parfaitement ses préférences, et ses préférences, elles sont stables au cours du temps. Et donc, la question, hein, c'est importante, quand on parle de transition alimentaire et de transition vers la sobriété, c'est celle de la stabilité des préférences. Est-ce que les goûts des individus sont stables? Est-ce qu'ils les connaissent bien? Et est-ce qu'ils sont influençables? Et donc, là, on pense tout de suite à la publicité et au marketing alimentaire, qui envahit non pas seulement les espaces télévisuels, mais aussi TikTok, etc., tous les réseaux sociaux. Bon, il y a beaucoup de manières d'influencer. Hein. Vous avez même, j'ai vu, vous avez des émissions là, de youtubeurs où on commente le foot avec un plateau qui est repeint en couleur de Coca-Cola, avec un design qui évoque Coca-Cola, mais il n'y a pas Coca-Cola marqué. Mais bon, c'est juste, on fait travailler un petit peu l'inconscient. Donc, voilà. Alors, la question de la publicité, les économistes, ils ont plusieurs manières de l'aborder. Rapidement, la première, c'est de dire que ça apporte de l'information. Donc, c'est genre les prospectus que vous avez dans la boîte aux lettres. Ça vous dit, il y a tel produit dans le supermarché, c'est au moindre prix. Et donc ça, on pense que c'est plutôt bien si ça apporte de l'information, hein, que le consommateur soit au courant de ce qu'il y a. En plus, ça fait jouer la concurrence un peu entre les entreprises. Donc voilà. La deuxième manière d'aborder la publicité, qui est vraiment très très néoclassique, c'est de dire ok, on vous présente le Cowboy Marlboro. Non, tiens, Red Bull. Il y a un mec qui saute de l'espace, etc., à 30 000 km/h. Ok, c'est pas de la publicité pour Red Bull, ça va pas vous inciter à consommer du Red Bull pour le Red Bull, mais parce que quand vous allez consommer du Red Bull, vous allez avoir l'impression de sauter de l'espace à 10 000 km/h. Et donc voilà, donc c'est les sensations. Et donc là encore, il ne faudrait pas réguler ça parce que finalement, le publicitaire, il vous apporte quelque chose de bien, il vous fait rêver. Et puis il y a la troisième approche de la publicité qui dit la publicité, ça a quand même des effets persuasifs. Et là, la question, c'est comment on arrive à montrer que ça change les choix des gens. Alors, on a des expériences sur le marketing alimentaire. On a beaucoup d'expériences en laboratoire pour montrer que le marketing change le choix des individus. Alors, par exemple, il y en a une, c'est sur ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui font de la publicité, alors bon, comme je suis filmé, je ne peux pas donner le nom de la marque, mais c'est une marque de restauration rapide par rapport à une autre marque de restauration rapide. Il y en a une qui a un positionnement un peu sain, machin, etc. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les consommateurs sont persuadés que les produits vendus par cette marque, qui se vend dans son marketing sous une image un peu verte, etc., les consommateurs sont persuadés que les produits de cette marque sont moins caloriques que les produits de l'autre marque, alors que ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est avec des expériences de laboratoire qu'on peut le montrer. Donc voilà, il y a tout un tas d'expériences de laboratoire qui montrent que nos préférences sont parfaitement manipulables. Il y a une autre expérience qui a consisté... alors là, ce n'est pas une expérience, c'est sur des données réelles au Québec. Dans les années 80, à la fin des années 80, il y a eu une interdiction de la publicité pour les céréales sur les chaînes de télévision lors des émissions pour enfants. Et donc là, ce qu'ont fait les collègues, c'est qu'ils ont comparé les évolutions des ventes entre les habitants au Québec francophones, les jeunes enfants, les habitants au Québec francophones, et les anglophones. Parce que les anglophones, ils allaient regarder les chaînes anglaises des États voisins sur lesquelles il y avait de la pub. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que sur les consommations alimentaires, alors la consommation de céréales pour petit déjeuner des enfants francophones est diminuée par rapport aux enfants anglophones du Québec. La consommation de fast-food, c'était la même chose. Donc quand on interdit la publicité, effectivement, on peut aller vers plus de frugalité. Ça a un effet. Voilà.
Ça, c'est déjà le cas en France. Il y a déjà des pubs alimentaires qui sont interdites. Je parle vraiment d'alimentation, pas d'alcool. Alors, sur l'alcool, il y avait eu une loi qui s'appelle la loi Evin, qui a été relativement détricotée par les actions des lobbies, jusqu'au point où il y a des publicités, qu'on voit des panneaux publicitaires à côté des établissements scolaires maintenant. Donc ça a été largement détricoté, en jouant notamment sur le fait que c'était des publicités qui vantaient le côté patrimonial des alcools, le côté culturel des alcools. Et sur l'alimentation, vraiment. Et pas la... Oui. Et sur l'alimentation, vraiment. Sur l'alimentation, non, il y a des chartes d'engagement en fait qui ont été signées auprès de l'autorité de régulation des télécommunications, l'Arcom, hein, qui a pris la suite du CSA. Il y a des chartes de bonne conduite, on va dire. Et donc, les publicitaires ont un peu diminué les volumes de publicité pendant les émissions sur enfants. Ça, c'était pendant les plages horaires où il y a des émissions enfantines, genre 5-7 heures. Donc ça, c'était dans la charte. Mais en fait, ils ont augmenté les publicités à destination des enfants en début de soirée, avant le journal télévisé, après le journal télévisé, pendant le match de foot que les enfants ne regardent jamais, etc., etc. Donc en fait, cette charte, elle est complètement détournée. Et sur le numérique, c'est un no man's land. Et quel impact ça a d'un point de vue sociologique? Est-ce qu'on se rend compte que, j'imagine, il y a des différences de consommation en termes de produits transformés, en termes de produits sains pour la santé? Vous avez étudié ça? Moi, j'ai regardé un peu les consommations de produits ultra transformés dans l'enquête budget de famille de 2017 de l'INSEE. Ce que j'ai trouvé, ce que nous avons trouvé, en termes de part du budget consacré aux produits ultra transformés, c'est que les ménages qui consacrent la plus grosse part de leur budget à ces produits, ça peut surprendre un peu, en fait, c'est les ménages avec enfants. En tout cas, il y a un effet positif du fait d'être un ménage avec enfants sur la part qu'on consacre à ces produits-là. Ce qui renvoie, je pense, non seulement à la publicité, mais aussi au fait qu'en fait, les marques ont développé des gammes de produits spécifiquement pour les enfants, en nous expliquant que c'est tellement pratique pour le goûter, etc., etc. Donc, c'est pas juste la publicité, c'est aussi tout un travail de conception de produits ultra transformés. Vous vouliez rebondir sinon à un autre point de l'intervention de Fabrice? Oui, en fait, je voulais rebondir sur la question des taxes et des externalités et de la question de est-ce qu'on a assez de normes en Europe? Alors, on a plein de normes en Europe, aucun doute là-dessus, mais Fabrice l'a bien rappelé, l'une des manières de traiter les externalités vantées par les économistes, c'est le principe du pollueur-payeur. Or, il se pourrait qu'on n'ait pas fini d'appliquer ce principe-là, et je donnerai juste un exemple. C'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est Julie Gutman, qui est une géographe américaine et qui a travaillé sur la question de l'agriculture bio. Et Julie Gutman, elle dit pourquoi les produits bio seraient-ils plus chers que les produits de l'agriculture conventionnelle? Ça nous paraît peut-être évident qu'ils sont plus chers, parce qu'ils coûtent plus cher à produire, etc. Mais ça, c'est une rupture majeure du principe du pollueur-payeur. En fait, c'est le vertueux qui paye du côté de la production. Il doit obtenir un agrément, respecter les réglementations, etc. Et du côté du consommateur, puisque quand il y a un coût dans la production, on sait qu'il est répercuté sur les prix. Et ce n'est pas quelque chose qui est naturel et qui est inscrit dans les lois de la nature, de l'agriculture biologique, etc. Parce que, en fait, c'est très lié justement à la réglementation, au fait que ce sont les agriculteurs biologiques qui doivent obtenir un agrément, et non pas les agriculteurs conventionnels qui doivent obtenir un agrément pour utiliser des produits polluants. Donc, il y a probablement un certain nombre de cadres réglementaires qui structurent les marchés et qu'on prend aujourd'hui peut-être un peu comme des évidences et sur lesquelles on pourrait réfléchir et qui permettraient encore une fois de travailler sur l'amont de la chaîne. Okay, merci beaucoup. Il y a un point dont on n'a pas parlé. Jusque-là, on a parlé beaucoup de la consommation française, mais en fait, la production française, elle sert aussi beaucoup à la solidarité internationale et à la sécurité alimentaire d'autres pays. Et il ne faut pas l'oublier, ça, Charlotte. Oui, en fait, je voulais revenir par rapport à tout à l'heure sur la question, globalement, de la sobriété. On peut aussi se poser la question de pourquoi être sobre, finalement. Et une des raisons, c'est aussi l'environnement. Et donc, une question que beaucoup se posent, alors on a parlé le bio, mais aussi le fait de manger local. Et parfois, les deux idées se superposent. Est-ce qu'être frugal, est-ce que c'est être sobre, est-ce que c'est être manger local, est-ce que c'est du coup ne produire finalement que
pour nous et pas pour le reste. Donc ça revient à votre question. Est-ce que, puis par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi sur le fait que maintenant les prix sont hauts et on subit les chocs comme la guerre en Ukraine ou les sécheresses aux États-Unis, c'est parce qu'on est tous dépendants en fait. On est dans un monde, on est tous interdépendants. Donc on peut se demander est-ce qu'il vaudrait mieux juste produire pour soi-même et enfin pour nous-mêmes et puis manger local dans un mouvement de frugalité, de sobriété. Mais là-dessus, il y a plusieurs éléments à avoir à l'esprit. C'est tout d'abord que ça ne rendrait pas nos marchés agricoles moins sensibles au choc, parce que si on avait une sécheresse chez nous, du coup, les prix augmenteraient aussi. Et pour revenir à votre question, c'est vrai que la France est un pays exportateur. Alors, la balance commerciale, vous l'avez rappelé, est positive essentiellement à cause de l'alcool qui est très, très cher, parce que c'est des produits de qualité. Mais en fait, on ne peut pas juste produire que pour soi et se refermer. Ce n'est pas une solution à la frugalité, puisque d'abord, on ne peut pas tout produire en France. C'est-à-dire, si on était vraiment frugal et qu'on mangeait que du produit français, on n'aurait pas de thé, pas de café, pas de chocolat. Par ailleurs, notre consommation fait aussi vivre des producteurs à l'étranger. C'est-à-dire, si on arrêtait de boire du café, du chocolat, les producteurs à l'étranger n'auraient plus de débouchés. Et puis aussi, comme vous l'avez rappelé, la France est aussi un producteur de céréales important. Donc, on a aussi une sorte de mission. Enfin, il ne faut pas juste produire pour soi en oubliant les besoins des pays du Sud et en mettant en péril leur sécurité alimentaire qui serait menacée si on arrêtait d'exporter, quoi. Et par ailleurs, sur le fait de produire que local et de consommer que local, le fait qu'on soit tous interdépendants, il ne faut pas oublier qu'une grosse partie de nos agriculteurs, alors là je sors un peu du sujet, mais dépendent aussi du marché international. Par exemple, les producteurs de champagne, de cognac, de beaucoup de produits en France dépendent aussi des marchés à l'export. Donc voilà, juste pour dire que restreindre juste la production à nos besoins, nous, localement, n'est pas la solution. Ok, très bien. On va commencer à entamer les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Le temps que vous réfléchissiez, je vais poser les questions qu'on nous a envoyées sur Twitter et tout ça. Et en fait, les 3 questions concernent la viande. On nous dit que le problème, on nous demande si le problème ne pourrait pas être réglé en partie par la baisse de la consommation de certaines denrées alimentaires riches en demande de ressources pour leur croissance. En France, plus de 60% des terres agricoles sont utilisées pour la production de viande. Bon, les 3 autres sont très similaires. Quelqu'un veut réagir ? Oui. Juste là-dessus, c'est sûr que la production de viande nécessite beaucoup de céréales, surtout en Europe, c'est des produits qu'on importe. Donc, si on réfléchit en termes d'émissions, en termes d'efficience, du fait qu'on n'ait pas assez à manger, ce que je racontais tout à l'heure, que la demande augmente, effectivement, manger moins de viande est une solution, mais elle n'est pas la seule. Donc, il y a beaucoup d'autres solutions. Par exemple, une idée aussi importante, c'est qu'en Europe, on fait un fort soutien aux biocarburants. Et ça, c'est aussi quelque chose d'autre sur lesquels on peut agir, puisque les biocarburants, d'abord, n'ont pas un bilan si positif que ça, en termes climat, en termes énergétiques, et utilisent aussi beaucoup de terres et beaucoup de production, quoi. Donc, actuellement, avec des prix hauts, on peut se demander si c'est vraiment pertinent de produire de l'énergie, enfin, de produits agricoles pour faire de l'énergie. Donc voilà, c'est sûr que la frugalité, elle passe peut-être par un changement des consommations, et ça, mes camarades vont en parler mieux que moi. Mais voilà, il y a aussi d'autres choses à changer, et les politiques incitatives à la production de biocarburants est aussi une autre piste, selon moi. Vous vouliez ajouter quelque chose, Marie-Place ? Oui, la consommation de viande, je pense que c'est l'un des rares aspects sur lesquels aujourd'hui convergent les préoccupations sanitaires, environnementale, morale autour du bien-être animal. Donc ça veut, et il n'y en a pas tant que ça en fait, des points sur lesquels on est à peu près, on a un tel consensus sur là il y a possibilité de réduire notre impact sur tous ces points-là. Donc c'est intéressant de garder cette idée en tête. Peut-être ce qu'il faut garder aussi en tête, d'une part, c'est que l'élevage des ruminants, il peut avoir un rôle dans une petite part dans les systèmes agricoles, parce que c'est l'un des rares moyens de transformer des choses que nous, humains, on ne peut pas manger, comme l'herbe, en des calories disponibles pour nous, humains, pour notre système digestif. D'autre part, ça pose
ça pose la question des modèles alimentaires et des cultures alimentaires. Alors là, moi, je ne vais pas vous parler de plaisir, parce que je pense que le plaisir, c'est pas le cœur du sujet, mais plutôt, je pense qu'il y a dans la salle pas mal de gens qui ont essayé de devenir végétariens avec plus ou moins de succès et qui ont constaté qu'en fait, c'est pas facile d'arrêter de manger quelque chose. En fait, c'est plus difficile de trouver des solutions pour manger tous les jours sans viande que tous les jours avec viande. Et l'une des raisons de ça, c'est qu'on manque de modèles, par exemple de recettes, d'exemples de repas agréables, satisfaisants, ou par exemple des repas de cérémonie qui seraient sans viande. Et quand on regarde autour de nous les modèles, en particulier de la gastronomie, ils sont encore très centrés sur la pièce de viande avec ses accompagnements. Et donc là, il pourrait y avoir un travail à faire avec la gastronomie pour nous fournir des modèles positifs. C'est un peu comme la cigarette, en fait. Sur la cigarette, il y a eu tout un travail du marketing social pour détricoter l'image du cow-boy Marlboro très positive et pour lui proposer des alternatives. Donc là aussi, si on estimait que vraiment il faut encourager les Français à ne pas manger de viande, il ne faut pas seulement leur dire arrêtez de manger de la viande ou taxer la viande, il faut aussi leur donner des alternatives, en fait, leur proposer des solutions. Et ça pourrait être, par exemple, agir sur réfléchir à faire un top chef végétarien ou des choses comme ça. Interdire la viande dans les films. Vous avez peut-être une remarque, Fabrice Setillet, là-dessus ? Oui, il y a la question de... Enfin, un motto qu'on entend beaucoup, c'est « manger moins, manger mieux » sur la viande. Donc, en gros, évitez votre kebab. Mangez de la viande que vous achetez vos parents le week-end. La question qui se pose, si je rentre un peu dans les détails, c'est le problème de la qualité, en fait, et aussi des modes d'élevage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des territoires sur lesquels il va falloir faire de l'élevage en plein air, etc., type les territoires de montagne. Et la géographie, en fait, est très liée à ce qu'on peut produire en agriculture. Donc, sur les territoires de montagne, on va pouvoir faire... C'est bien de faire de l'élevage en plein air parce que c'est compliqué de faire des cultures céréalières. Il n'y aura pas de machine de moissonneuse-batteuse pour monter les pentes, etc. En plaine, par contre... là, vous voyez que c'est un petit peu différent. L'équation, elle est un petit peu différente parce que là, on aura des moissonneuses-batteuses pour les cultures de céréales et ça pourrait être avantageux de faire de l'élevage intensif. Donc voilà, donc juste mon message, c'est de se méfier un peu des solutions simples. On va faire que de l'élevage en plein air, etc. Non, il y a des endroits, en fait, où il sera peut-être nécessaire et utile et plus efficace de garder un petit peu d'élevage intensif aussi. Est-ce que dans la salle, on peut passer un micro, peut-être au monsieur là-bas, le jeune homme qui avait levé la main en premier? Est-ce que peut-être que si vous parlez fort, on va vous entendre. Pour le moment, le Made in France... C'est hyper compliqué de parler devant tout le monde avec un micro. Pour le moment, le Made in France, il est plus cher que des produits qui sont justement pas Made in France et pas local. Pourtant, la production d'un pays Made in France, elle est moins chère parce qu'il n'y a pas besoin d'une grande exportation. Ma question, c'est pourquoi et est-ce que vous avez des solutions pour justement favoriser la consommation locale ? Mon point, il était surtout de dire, enfin, il ne dit pas qu'il ne faut pas manger local, hein, loin de là. L'idée, c'est vraiment dire qu'on est dans un monde... Alors déjà, je pense qu'il faut déjà circonscrire qu'est-ce que c'est... Est-ce que la France est vraiment la bonne dimension ? Je pense que c'est plutôt l'Europe, hein, puisqu'on a un marché unique. Et la plupart de notre alimentation, elle vient de l'Europe, en fait. Donc il y a beaucoup d'échanges avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas. Donc, dans les questions de manger local, alors pourquoi il faut manger local ? C'est aussi la question. C'est est-ce qu'on mange local parce qu'on veut... développer l'agriculture autour de chez soi, dans la région parisienne par exemple, on veut qu'il y ait encore des agriculteurs, des petits potagers, des maraîchers, voilà. Ou est-ce que c'est aussi pour des histoires de kilomètres et d'émissions ? Et là, il faut se méfier parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est d'abord l'économie d'échelle et les modes de production. Donc là, je reviens à ce qu'on disait juste tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas du tout évident que ramener à la brique de lait ou de fromage quelque chose qui vient du Massif central, qui vient avec sa petite camionnette par rapport à chose qui vient avec un grand bateau à l'autre bout du monde, parce que le transport ne représente que 8% des émissions de l'agriculture en fait, hein. Donc c'est surtout le mode de production et l'utilisation des sols qui fait l'émission.
Donc, je ne réponds pas vraiment à votre question qui est pourquoi il faut, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire manger local. Je pense qu'il faut surtout réfléchir à pourquoi on veut manger local. C'est différent de vouloir aider les agriculteurs locaux, français, de la région, européens, ou réduire ses émissions, ou manger avec des produits qui sont de meilleure qualité, parce qu'on sait comment ils ont été faits par rapport à des produits qui viennent de Chine, où on ne connaît pas si ça suit bien les normes. Donc c'est ça, il faut vraiment réfléchir à pourquoi, avant voilà, c'est pas du tout évident que pareil, un produit qui vient d'une AMAP, on ne sait pas forcément comment ça a été fait par rapport à quelque chose qui va avoir des normes qui sont faites à l'autre bout du monde. Donc voilà, juste quelques éléments de réflexion. Merci beaucoup de m'avoir informé. Il y a une question. Faire un peu de sport. Allô? J'ai essayé. Ouais, c'est là. Bah, du coup, j'ai pas compris le passage. Vous avez commencé à dire qu'il fallait manger végétarien. J'ai pas compris le passage où vous avez dit qu'il fallait manger végétarien. C'est débile. Il demande des arguments pour manger moins de viande. Quels sont les arguments pour promouvoir l'arrêt de la viande dans... Si vous voulez répéter, Moi, je n'ai pas d'avis. Hein. Moi, je suis sociologue, hein. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas spécialiste de l'environnement. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de discours qui soutiennent l'idée que c'est bien de réduire sa consommation de viande. ces discours, ils sont sanitaires et environnementaux. Voilà, il y a des discours de santé publique qui sont anciens sur l'effet de la viande sur les maladies cardiovasculaires. Aussi, il y a eu la crise de la vache folle, des choses comme ça. Sur l'environnement, il y a de plus en plus de consensus sur le fait que l'impact environnemental de la viande de bœuf, tel qu'on la produit aujourd'hui, il est extrêmement élevé et qu'il y a des substituts possibles. Mais on peut dire aussi qu'il y a des peuplades qui ont toujours vécu en mangeant quasiment que des protéines animales. Hein, je pense aux Inuits. Et eux, si on leur disait maintenant il faut manger végétal, ils ne pourraient pas survivre. Voilà. Et alors, pareil, si vous dites à un Norvégien manger local, le Norvégien, il fait la tête parce que ça veut dire qu'il n'a plus de tomates. Il y a beaucoup de fruits et légumes qui disparaissent, quoi. Si je puis juste ajouter quelque chose à propos du fait de manger de la viande, je pense que c'est ce que disait Marie juste avant, ça recoupe plusieurs sujets, le bien-être animal, etc., l'environnement, mais c'est aussi... Actuellement, le monde ne produit pas assez de céréales pour nourrir les animaux si on voulait manger tous de la viande sur la planète, comme nous, on en mange en tant que Français. Donc là, pour le coup, il y a vraiment une question de frugalité à se poser, c'est que toutes les personnes de la planète ne peuvent pas manger de la viande comme nous, on mange, avec les statistiques françaises actuelles. Donc il faudra, si on veut avoir un monde moins inégalitaire, il faudra quand même mécaniquement manger moins de viande. Oui, bonjour. Merci pour vos débats. Sur la viande, je vous invite à voir les études scientifiques sur l'impact carbone de la viande, effectivement, mais chacun fait ce qu'il veut. J'avais une question par rapport à notamment votre intervention sur la malléabilité finalement des préférences des consommateurs. Vous avez mentionné la publicité qui influençait beaucoup finalement nos achats. Qu'est-ce que vous pensez de justement mettre en place une forme de signal prix ou de signal type Nutri-Score sur l'impact carbone justement des différents aliments? Est-ce que ça aurait un impact sur nos choix de consommateurs? Est-ce que ça pourrait avoir un vrai effet de levier sur finalement pour orienter nos achats? L'étiquetage environnemental. Oui. Ou un signal prix avec l'intégration du coût carbone entre guillemets des aliments. Enfin, il y a les deux. Le problème, le signal prix, donc les taxes type taxe carbone, etc. On manque de recul, on manque d'études, mais je ne pense pas que dans le contexte actuel, ça puisse... disons que ce n'est pas politiquement viable. Donc voilà. Alors sur l'étiquetage environnemental, il y a eu un rapport, et notamment pour l'alimentation, il y a eu un rapport qui a été rendu à l'ADEME en janvier de cette année, qui est basé sur un certain nombre d'expériences réalisées par des collègues scientifiques, et qui propose un certain nombre de recommandations. Et donc, effectivement,
d'adopter notamment un étiquetage de type Nutri-Score, donc coloriel, avec des lettres de A à E. Et après, il y a encore des problèmes qui se posent techniquement parce que, alors pour rentrer un peu dans la technique, la base d'un tel étiquetage, ça serait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. C'est quoi une analyse de cycle de vie? C'est-à-dire de la production de chaque élément, de chaque ingrédient de l'aliment jusqu'à sa présence dans le supermarché, on va calculer les émissions. Donc ça, on sait faire, enfin on raffine, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas très bien faire, en fait, c'est rentrer dans la finesse et, par exemple, distinguer si dans l'aliment, il y a une tomate qui a été cultivée de manière bio versus non bio, ça, on ne sait pas très bien distinguer. Et il y a des choses qu'on ne sait pas distinguer non plus et qu'on n'arrive pas à intégrer dans l'étiquetage environnemental, c'est la protection de la biodiversité, par exemple, qui est aussi un élément important parce qu'on ne s'intéresse pas qu'aux émissions de gaz à effet de serre, on s'intéresse aussi à la protection de la biodiversité et on s'intéresse aussi à ce qui est rejeté, la pollution des eaux, les problèmes que vous avez dû voir aux actualités en Bretagne, les algues vertes, etc. Voilà. Et ça, donc, on n'est pas encore arrivé à une sorte de consensus scientifique sur la manière de calculer au mieux, finalement, les scores des produits et après pour leur donner des lettres. Mais c'est vers cette solution qu'on s'achemine. Une autre réaction parmi vous? J'ai une autre question qui peut faire suite à votre réponse, Fabrice. Pourquoi autoriser les productions d'aliments néfastes à l'échelle mondiale qui engendrent toutes sortes de maladies telles que le diabète et l'obésité? La question de l'autorisation et de l'interdiction. Alors, ce qui se passe sur la régulation, en fait, il y a un code qui s'appelle le Codex Alimentarius sur lequel se base l'Organisation mondiale du commerce pour réguler les flux de commerce. Et en fait, le Codex Alimentarius, en gros, il ne codifie, tout ce qu'il va codifier comme standard, ça va avoir essentiellement trait à la sécurité et à la toxicité des aliments, en fait. Donc le fait qu'il y ait des bactéries dans les aliments qui soient développés, mais pas à leur impact sur le diabète et sur l'obésité. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, alors il y a certains pays qui ont essayé d'introduire un peu ces notions d'impact en termes de maladies, parce que ça pourrait servir de base à un État pour dire moi je veux pas qu'on importe du sucre de tel pays, etc., pour mettre un peu mettre des barrières aux frontières. Mais en fait, quand on épluche, quand on regarde un peu qui fait acte de présence dans les réunions du Codex Alimentarius, on se rend compte par exemple que les Européens et notamment les Français sont très absents. Par contre, les Brésiliens, les Américains, les Australiens, etc. sont très présents. Donc il y a un peu un jeu d'influence aussi. La manière dont les pays vont arriver à influencer la fabrique du droit, ça peut aussi permettre de donner des outils qu'on peut utiliser pour interdire l'accès de certains pays à nos marchés. Une autre réaction peut-être Oui, bonjour. Alors attendez, je pense qu'il y avait une autre réponse, une autre réaction d'intervenant. Oui, c'était juste par rapport à la question de l'étiquetage. L'étiquetage, c'est utile, il n'y a aucun doute, mais il faut bien se rendre compte que ça ne peut pas suffire. C'est-à-dire que ce qu'on voit par exemple avec le Nutri-Score, c'est que ça n'a pas eu des effets énormes sur les achats. Et donc c'est quand même important parce qu'en fait l'étiquetage, ça renvoie encore de nouveau la décision au consommateur. Peut-être dans l'espoir d'avoir un effet sur l'offre parce que les achats des consommateurs vont envoyer des signaux à l'offre. Mais ça, c'est supposer que les effets vont être suffisamment massifs pour que le consommateur se dise « Ah, attends, mon produit classé E, là, il ne se vend plus ». Et ça, en fait, ça ne marche pas très bien parce que, comme j'ai essayé de l'expliquer peut-être très vite, les ménages, ils ont énormément de mal à... Enfin, quand ils ont trouvé une routine d'achat qui fonctionne, ils ont tendance à la garder. Et les changements volontaristes d'alimentation, ils sont assez rares, en fait. Donc, les politiques qui essayent d'agir sur le consommateur pour avoir un effet sur l'offre, c'est très à la mode depuis 20-30 ans, en fait. Mais je pense que c'est un aveu d'impuissance de l'État, quelque part. Oui, donc j'avais une question. Je voulais retourner sur le sujet de la viande. J'avais une question à vous poser. Si on compare la viande en fait à ce qu'on définit comme la junk food, c'est-à-dire par exemple les sodas, les jus, les chips et autres,
Je voulais savoir, en fait, puisque j'ai un peu de mal à comprendre les mouvements qui prônent la réduction de la consommation de viande. Ce que je voulais savoir, c'est que donc, si on compare d'un côté la viande et de l'autre ce qu'on définit comme junk food, que ce soit au niveau de l'empreinte carbone, hydrique ou de la qualité alimentaire, j'aimerais savoir, en fait, si c'est la viande qui est la plus nocive ou ce qu'on définit comme junk food. Sur l'empreinte carbone, la viande est plus nocive que la junk food, enfin, notamment que les sodas. Typiquement, les sodas, en fait, c'est de l'eau avec du sucre. Hein. C'est 10-15 grammes de sucre pour 100 millilitres. Voilà. Et puis après, on rajoute des ingrédients chimiques. Mais la viande a un impact carbone plus fort. Après, la junk food, elle a un impact sur la santé. Comme la viande rouge. La viande blanche a moins d'impact sur la santé. Voilà. D'accord. Mais par exemple, sur les sodas, en matière d'empreinte hydrique, la viande a une empreinte hydrique plus forte que celle des sodas ou c'est l'inverse La viande, vous me demandez si la viande a une empreinte... Vous pouvez répéter? Est-ce que la viande a une empreinte hydrique plus forte? Est-ce que ça ici, elle a une empreinte hydrique plus hydrique, forte que les sodas? En termes d'eau? Voilà. Des ressources d'eau, oui. Ah oui, oui. Ah oui, à la calorie, oui. Une vache, ça boit beaucoup plus qu'un litre de soda. Pour faire 1 kilo de viande, en fait, il faut que ça... Oui, oui. Et puis, si je puis me permettre, je me permets d'insister sur le fait qu'un animal, ça mange aussi, ça mange des céréales, dans un contexte où la demande mondiale de céréales augmente, parce que là, on parle de la France, mais au niveau mondial, il y a des populations qui augmentent, avec des évolutions de consommation qui, là, du coup, sont importantes. Justement, quand un pays se développe et que les ménages voient leurs revenus augmenter, les recherches montrent qu'ils ont tendance à manger une plus grande part d'aliments carnés. Et donc, tous les pays émergents, leur demande en viande augmente, ce qui, du coup, a un effet multiplicateur sur les demandes de céréales et d'eau. Et donc, encore une fois, on ne peut pas tous manger de la viande dans toute la planète tous les jours. La planète ne suffit pas. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu dis, Charlotte, et aussi sur votre remarque et sur la question du jeune homme tout à l'heure pour dire mais pourquoi faudrait-il manger moins de viande? Et moi, tout ça, ça nous montre quand même qu'il y a de vraies aspirations à la consommation de viande et elles sont légitimes parce que d'une part, elles sont très anciennes. Vous vous souvenez de Henri IV disant que tous les Français devraient avoir droit à une poule au pot chaque semaine. Accéder à la viande, ça a été longtemps, c'est encore le signe qu'on a des moyens suffisants pour vivre décemment. Et d'ailleurs, une des questions qu'on pose dans les questionnaires pour mesurer l'insécurité alimentaire des ménages, c'est est-ce que vous pouvez avoir de la viande ou du poisson? Alors maintenant, on a rajouté pour décentrer un peu l'attention par la viande ou un substitut. En tout cas, accéder à la viande, c'est une mesure de la sécurité alimentaire du ménage. Et donc, c'est logique que ce sujet, en fait, il soit beaucoup plus controversé que ce dont on peut avoir l'impression quand on habite en ville, qu'on a fait des études et qu'on est soi-même entouré de personnes qui aspirent au végétarisme. Je crois qu'on est aujourd'hui entre 5 et 6% de végétariens en France avec les chiffres les plus optimistes. C'est peu, en fait. La plupart des gens, ils mangent de la viande. En tout cas, on sent que c'est le sujet qui cristallise toutes les passions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous leviez la main depuis tout à l'heure. On a encore un petit peu de temps, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a encore un micro qui... Ah oui, pardon. Okay. Alors, vous avez parlé de différentes problématiques et vous avez fait un lien de corrélation entre l'augmentation de l'obésité, l'écologie et la réduction de la viande et tout ça. Moi, j'ai une question, c'est sur les différentes populations que ça va toucher, ce débat. C'est-à-dire, imaginons qu'il y ait des gens qui soient pauvres et qui ne soient pas forcément touchés par ce débat, tout simplement parce qu'ils sont occupés par d'autres sujets. La réduction de la viande, tout ça, ça ne va pas forcément les concerner. Et ils vont acheter des produits qui sont moins chers et qui vont contenir plus de gras, et ils vont être plus touchés par l'obésité. Alors que les populations qui, justement, sont plus aisées, ils ne vont pas forcément être touchées par tout ça. Qu'est-ce que vous proposez pour ce type de... ces populations qui sont moins aisées, qui peuvent moins se permettre, en fait, tout simplement d'être touchées par l'écologie et qui, certes, ne vont pas produire plus comme les populations moins aisées, mais qui aimeraient tout de même être concernées par l'écologie, être moins concernées par
l'obésité. Et puis même au niveau de la médecine, j'ai regardé un documentaire récemment, on parle de géomédecine, c'est-à-dire que les personnes qui vivent dans un territoire moins aisé vont moins suivre les recommandations de leur médecin et donc vont tout simplement avoir plus de maladies. Alors, je te remercie. Oui, c'est une très très bonne question. En fait, il y a une mauvaise porte d'entrée sur la question des inégalités sociales de santé ou des différences de comportement entre classes sociales. Il y a une mauvaise porte d'entrée qui est la porte d'entrée morale et qui est effectivement de dire avec un discours bobo, c'est pas bien de manger de la viande parce que ça pollue la planète, etc. Il y a une porte d'entrée pratique, en fait, que Marie a commencé à souligner tout à l'heure. Et cette porte d'entrée pratique, c'est une double porte d'entrée. La première, c'est de rappeler en fait qu'on peut manger équilibré sans viande. En fait, si on diminue sa consommation de viande, en fait, on fait des économies de budget en augmentant la consommation de légumineuses type pois chiches, lentilles, etc. En fait, on fait des économies de budget. En fait, c'est pas coûteux de se passer de viande. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est par contre, au niveau pratique, d'arriver à montrer qu'on peut, sur certains repas au moins, se passer de la viande et de faire des bons repas. Parce qu'il y a aussi une question de savoir-faire pratique qui est pas évident. Et puis un troisième élément, du coup, sur les savoir-faire pratiques, comme il y a des gens beaucoup de gens ont 2-4 heures de transport par jour, ils ne vont pas forcément avoir le temps de faire cuire des pois chiches, des lentilles, etc. Donc il faut aussi que l'offre industrielle, entre guillemets, il ne faut pas la diaboliser en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les gens dans une espèce de contrainte complètement extrême où il faudrait se nourrir que de fruits et légumes frais achetés au marché, etc. Ça ne marche pas. En fait, il y a plein de gens qui vont avoir besoin d'acheter des plats préparés végétariens qui soient bons et qui soient peu chers. Donc voilà, il y a une offre industrielle aussi à développer et à pas diaboliser. Et on se rend compte aussi que cette charge, elle repose sur un type de personne en particulier. Et vous avez étudié là-dessus, Marie-Place. Oui, là, je pense qu'on rentre vraiment sur des questions qui sont très importantes aujourd'hui pour la cohésion sociale et la justice des politiques sanitaires et environnementales. À savoir, est-ce qu'on n'est pas en fait, encore une fois, en train d'expliquer aux populations les plus modestes qu'il faudrait qu'elles mangent comme nous, les élites bien pensantes parisiennes. Donc là, on a déjà fait le coup plusieurs fois. Je dis nous, moi j'étais pas née, mais en fait les classes supérieures sont très souvent en train d'expliquer aux classes populaires comment il faudrait qu'elles se conduisent. Par exemple, au début du XXe siècle, on leur expliquait qu'il fallait qu'elles réduisent la consommation d'alcool des hommes, etc., etc. Et ce qui est important à prendre en compte là, c'est que en fait cette responsabilité qu'on essaye d'inculquer aux classes populaires, elle porte surtout sur les femmes. Et donc, on a, je pense, on a 2 points de vigilance. Donc, le premier, c'est de ne pas avoir une situation où des élites qui n'ont aucune contrainte budgétaire se font des donneurs de leçons en ne faisant pas l'effort de comprendre les contraintes spécifiques auxquelles font face les populations plus modestes. Et le deuxième point de vigilance, c'est faire attention à ce que toutes ces recommandations qu'on fait aux consommateurs, dont j'ai déjà expliqué que je pense que ce n'est pas une bonne idée de les faire aux consommateurs, on ne les fasse pas en fait aux consommatrices, aux femmes sur qui la responsabilité de l'alimentation pèse toujours, et on en rajouterait en plus une couche. En plus, il faut qu'elles soient frugales, qu'elles protègent la planète, qu'elles sauvent les animaux, etc. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu qui est d'éducation, mais à tous les âges de la vie, pour que les hommes et les femmes puissent mieux partager les activités de l'alimentation, s'impliquer et ensemble dans ces tâches-là, et qu'on ne rajoute pas encore une couche d'inégalité de genre alors qu'on peine déjà à les réduire. On va conclure avec une dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes. Monsieur. Oui, merci. En fait, je voulais parler de la flambée des prix agricoles. Contrairement à ce qu'on croit trop souvent, en fait, la variation des prix agricoles n'est pas un phénomène naturel inévitable. Par exemple, l'agriculture, c'est le seul domaine dans lequel on a le droit de vendre à perte, ce qui fait qu'un agriculteur peut travailler quotidiennement tout en perdant de l'argent. C'est quand même incroyable.
qu'est-ce qui justifie du coup la flambée des prix du point de vue de l'intérêt général? Alors, on pourrait dire, finalement, ça bénéficie aux agriculteurs et ça compense une baisse de production. Ça peut avoir du sens. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que dans la flambée des prix agricoles, il y a d'autres acteurs qui en bénéficient, qui n'en ont pas nécessairement vraiment besoin. Je pense aux intermédiaires, aux grandes surfaces ou aux spéculateurs. Donc, troisième élément, est-ce qu'il s'agit de réduire la demande, et donc notamment la demande des plus pauvres, en augmentant les prix? Ça peut être une stratégie. Est-ce qu'elle est juste? Ce n'est pas certain. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir un système différent dans la fixation des prix agricoles, avec par exemple des prix qui seraient beaucoup plus constants lorsque la production baisse, et que les agriculteurs aient une assurance tout simplement quand effectivement la production est plus faible, et que ça permette ensuite d'avoir une répartition plus juste et mieux partagée en fait, des aliments, en essayant de trouver comment, peut-être en ayant chacun des portions moindres, puisque l'aliment est moins présent. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un autre système que le système actuel qui est franchement très, très, très injuste? Oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, je sais, pour une dernière question, c'est un peu ouf. En 30 secondes, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais donc, vous soulignez des très bons points. La politique agricole commune, pendant longtemps, a fixé les prix agricoles. Donc, elle a dû changer parce qu'on est dans un monde globalisé. Donc, pour se mettre en accord avec les règles du commerce international, elle a dû changer ces règles de fonctionnement. Mais quelque part, les subventions dont les agriculteurs bénéficient actuellement, c'est quelque chose qui permet justement d'assurer une espèce d'assurance minimum en termes de revenus. Il y a des pays comme les États-Unis où c'est également les assurances qui sont subventionnées. Donc le style d'outil dont vous parlez existe déjà, alors peut-être qu'il devrait l'être plus, ça c'est sûr. D'ailleurs, dans les nouvelles réformes, à chaque fois, on voit que la question des assurances, non pas sur le montant de la récolte, mais plutôt sur le revenu, parce que comme vous le soulignez, c'est ça en fait, la production agricole, l'un des grands problèmes de la production agricole, c'est que les bonnes récoltes ne font pas systématiquement les bons revenus, et que les bons revenus peuvent venir aussi quand il y a des mauvaises récoltes, puisqu'il y a les prix qui montent. Et ça, c'est le problème de la politique agricole depuis la nuit des temps. Et donc, voilà, encore une fois, il y a certaines politiques qui le prennent en compte. Après, dans votre remarque, il y avait aussi la remarque comme quoi il y a aussi tous les intermédiaires. Et c'est vrai qu'actuellement, avec la flambée des prix agricoles, on voit, vous avez raison, que les agriculteurs ne voient pas du tout leurs revenus augmenter, surtout aussi parce que leur coût de production augmente à cause de l'augmentation des prix de l'énergie et des engrais. Donc, il y a aussi une question à faire sur le partage, effectivement, de la valeur ajoutée le long de la chaîne de production. Mais là, ça nécessiterait une heure encore de discussion. Ouais, je dois vous couper. En tout cas, je suis ravie des échanges qu'il y a eu. C'était passionnant. Et merci pour votre attention. Et je laisse la parole à la suite. Le printemps de l'économie continue, je pense.